Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour et bienvenue dans les podcasts Rustica. Journaliste indépendante et écrivain, Karine Maillot est présidente des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Spécialisée en permaculture urbaine, pour Rustica, elle nous offre ses conseils pour savoir comment cultiver sur des petits espaces, sur les toits, les balcons ou encore dans les rues. Bonjour à tous, bienvenue en cette belle journée de printemps. Donc, nous allons parler de permaculture en ville, comment se lancer quand on veut cultiver sur son balcon, au pied de son immeuble, sur un toit, dans la cour de son immeuble, dans la rue. Voilà, plein de choses qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, pour vous, peut-être que la permaculture, c'est ça, une butte de culture. Ça, c'est une photo que j'ai prise à la ferme du Bec-et-Loing, qui est bien connue en France, sur laquelle il y a eu beaucoup de reportages. Et donc, c'est souvent un peu l'image qu'on a, notamment la ferme du Bec-et-Loing a popularisé l'usage des buttes. Mais bon, c'est une forme parmi d'autres de permaculture, mais on va voir qu'il y en a bien d'autres. Donc, peut-être que dans votre tête, la permaculture, c'est ce type d'image, des plantes un peu mélangées, des arbres, des fleurs, des légumes. On va voir comment on peut adapter cela à la situation de la ville. Peut-être aussi que pour vous, la permaculture, c'est ça, être tranquille, à l'aise sur son balcon, avec plein de légumes, plein de fleurs, de belles plantes, profiter du soleil, un peu comme aujourd'hui, parce que la permaculture, c'est aussi ça, c'est aussi le bien-être. Peut-être qu'en venant jusqu'ici aujourd'hui, vous avez peut-être entendu la mésange. Là, on en entendait une. Tiens, la voilà. Titou, titou, titou. La permaculture, c'est ça, c'est aussi faire attention à tout ce qui nous entoure. Je ne sais pas, quand vous êtes venu jusque-là, vous avez peut-être écouté les oiseaux, vous avez peut-être vu les pâquerettes qu'on voit abondamment dans les pelouses, vous avez peut-être entendu certains oiseaux, vu les jonquilles, les pruniers en fleurs. Il y a plein de choses à voir. Mais la permaculture, c'est ça, c'est se mettre aussi au diapason de la nature et être en harmonie, profiter du soleil qui vient nous réchauffer et qui en même temps vient aider les plantes à pousser. Et donc, on va voir comment on peut profiter de tout cela et se mettre au diapason de la nature. Alors, la permaculture, elle a été inventée dans les années 70 par deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgren, qui, en fait, ont constaté que l'agriculture intensive faisait beaucoup de dégâts et que cette agriculture intensive reposait sur un usage important du pétrole. Et on constate aujourd'hui combien cet usage aussi est pénalisant dans notre vie de tous les jours, non seulement parce qu'il induit des dépendances, mais aussi parce qu'il est à l'origine du changement climatique. Donc eux, ils ont eu envie de présenter des solutions face à tout cela. Et donc, ils ont inventé ce terme de permaculture. Donc, permaculture, on entend permanence, donc c'est l'idée d'une agriculture et d'une forme de culture qui soit soutenable, durable et le plus autonome possible. Et en fait, on va voir que ce type d'agriculture, enfin sur ce modèle de l'agriculture, en fait, ils ont forgé aussi un modèle de société plus autonome, plus en lien avec la nature, moins dépendant des énergies fossiles. Et donc, c'est tout cela, la permaculture, et on va voir comment, nous, à partir de notre environnement immédiat, on peut aussi se mettre en place plein de petits éléments qui vont contribuer à la biodiversité. Donc la permaculture, c'est
surtout une philosophie. C'est pas, j'entends souvent la permaculture. Tiens, j'ai fait une butte de permaculture. On peut faire des buttes en permaculture, mais on peut aussi ne pas en faire. C'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de se mettre au diapason de la nature. C'est de favoriser, par exemple, la coopération plutôt que la compétition. C'est-à-dire que souvent, on l'a vu dans la première photo du bec et loin, on a plein de plantes qui poussent ensemble. C'est un peu le contraire de la monoculture. Permaculture, on a souvent différentes sortes de plantes au même endroit qui vont pousser ensemble. Donc, on va encourager la coopération. On voit que ça peut tout à fait se mettre... Enfin, c'est quelque chose que l'on peut utiliser dans l'enseignement, hein, encourager la coopération plutôt que la compétition. Ça peut se faire aussi bien au jardin que dans l'enseignement. Respecter la nature, respecter la biodiversité, ça peut se faire aussi dans la santé. Par exemple, si j'utilise des huiles essentielles, faut aussi que je pense à toute la biodiversité qu'il a fallu pour créer ces huiles essentielles. Et il faut aussi que je modère aussi mon utilisation, parce que derrière, il y a beaucoup de plantes pour faire quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà, c'est aussi l'usage des énergies renouvelables, enfin plein de choses dont je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà, pour vous dire que c'est plus vaste souvent que ce qu'on imagine. La permaculture, donc elle s'appuie sur trois principes. Une éthique, prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement les ressources. On va voir comment cela peut se faire au jardin quand on cultive. Prendre soin de la terre, donc ça va être recréer de la biodiversité. Ça va être quelque chose que même sur un petit balcon, hein, même dans son appartement, on peut essayer de recréer un petit peu de biodiversité. On va voir que sur un balcon, il peut y avoir plein de plantes et plein d'animaux qui viennent. Sur un balcon, il peut y avoir des abeilles qui vont venir. Il peut y avoir des papillons. Il peut y avoir des oiseaux. Il peut y avoir aussi des graines sauvages qui vont être amenées par le vent et qui vont venir s'implanter dans les pots. Donc, c'est ça la biodiversité que l'on peut avoir et que l'on peut respecter sur son balcon. Prendre soin des humains, souvent, quand on jardine, on n'est pas tout seul. Hein. C'est vrai en ville, mais c'est vrai aussi à la campagne. On a aussi des voisins à qui on peut donner des récoltes, mais qui peuvent aussi, en échange, nous donner des graines, des plants. Donc, c'est vraiment s'inscrire dans tout un contexte. Et puis, partager équitablement les ressources. Eh bien, ça va être, par exemple, partager ses récoltes. Voilà. Donc, comment commencer ? On peut commencer, si on a un petit jardin, le plus simple pour démarrer, c'est si on veut démarrer relativement facilement, sans trop gaspiller d'énergie, parce que aussi dans l'idée de la permaculture, c'est de ne pas gaspiller ni l'énergie fossile, ni l'énergie humaine. Pourquoi se fatiguer quand on peut faire autrement ? Donc la façon la plus simple de faire, pour ne pas se fatiguer, c'est de mettre des cartons qui vont étouffer les herbes en dessous. Et donc, les herbes en dessous, elles vont mourir. Et en mourant, elles vont faire de la matière organique et ça va enrichir le sol. Et sur le carton, on peut créer une couche d'humus en mettant des feuilles mortes, des tontes de gazon, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, ça va se réduire, ça va se décomposer. Et c'est une façon de démarrer une terre sans trop se fatiguer. Alors, cette façon-là, elle prend quand même quelques mois. Il faut compter 1 mois ou 2 mois. Parfois, on veut aller un peu plus vite. Donc, pour aller un petit peu plus vite, la façon la moins destructrice de la nature, ça va être, par exemple, avec une houe, de désherber un petit carré d'herbe. Et puis après, on pourra à l'intérieur installer des plants ou semer, voilà. Et puis, si on veut bien préparer sa terre, après la houe, on peut passer la grelinette. La grelinette, ça va aérer un peu la terre. On l'utilise en marche arrière. On va voir la deuxième photo. Voilà.
Donc la grelinette, ça soulève la terre et ça la repose, donc ça l'aère. Maintenant, on sait que le labour, par exemple, le fait de retourner la terre, ça détruit toute la vie du sol. Donc ça, c'est une façon douce de décompacter la terre sans trop bouleverser la vie du sol. Donc ça, c'est si on a un petit jardin, qu'on veut démarrer sur un petit jardin. Bon, sur ce petit jardin-là, par exemple, là, au printemps, vous pouvez semer des fèves. Les fèves, ce sont des plantes qui sont assez rustiques, qui supportent bien le froid. Enfin, c'est pas parce qu'il fait 19 degrés aujourd'hui que cette nuit il fera pas froid. C'est souvent d'ailleurs quand le ciel est bien dégagé qu'il fait le plus froid la nuit. Donc voilà, on peut installer des plantes comme les fèves, les petits pois, ou certaines les blés, tout ce genre de choses qui vont bien démarrer au printemps. Le grosso modo, ce sont surtout les légumes feuilles qui vont bien démarrer au printemps, les salades, les blettes, ce genre de choses. Voilà. Et puis on les mettra, quand il fait froid, on peut les mettre sous un plastique, donc un tunnel plastique. Il en existe des formes rigides ou alors des formes souples sur des arceaux. Voilà. Alors, pour prendre de l'avance, on peut semer au chaud voilà, dans sa maison. On peut semer toutes sortes de choses. En ce moment, par exemple, c'est la bonne période pour semer des tomates, des poivrons, des salades. Enfin, le printemps, c'est la meilleure période. Donc, on a eu notre première journée printanière hier. Donc, c'est l'équinoxe, c'est-à-dire le moment où la nuit et le jour sont d'égale longueur et où les jours vont commencer à allonger. Or, les plantes, pour pousser, de quoi ont-elles besoin surtout? De lumière. C'est la lumière du soleil qui va permettre aux plantes d'accomplir la photosynthèse. Donc là, on est dans la pleine période, donc il faut y aller. On peut semer toutes sortes de choses chez soi. Donc, si vous trouvez des graines, je ne sais pas, il doit y en avoir ici, vous pouvez démarrer très rapidement. Si on n'a pas de terre, si vous avez envie de démarrer ce soir, vous n'avez pas de terre, vous commencez par vous pouvez mettre vos graines de tomates, par exemple, dans un peu d'eau, et puis ça vous laissera le temps d'aller trouver un petit peu de terre, et puis quand elles commencent à germer, 5-6 jours après, on peut les mettre en terre. Voilà. Et puis, au bout de quelques temps, là, donc, ce sont des fèves. La plante a fait quelques feuilles, et puis là, c'est le moment de la replacer en terre. Donc, on peut dès maintenant faire ses semis, et puis on aura des plants dans quelques temps, dans quelques 3 semaines à peu près. Et là, vous pouvez tout de suite mettre les plants en terre. Donc ça, que vous ayez un grand jardin, un petit jardin ou même un balcon, ça peut être la même chose, quoi. Vous pouvez démarrer directement en terre ou vous prendre de l'avance un petit peu dans la maison. Et puis après, une fois que la plante a un peu grandi, vous la mettez en terre. Voilà, donc sur un balcon, les fraises, il y a beaucoup de jardineries qui vendent des plants, et ça, les fraises, c'est typiquement le genre de plante qu'il vaut mieux se procurer sous forme de plant. Alors, soit vous avez un voisin, un ami qui en a et qui peut vous en donner quelques plants, et puis vous pourrez les installer, soit vous pouvez les trouver en jardinerie. Ça pousse très bien sur un balcon. Voilà, donc... Puis en appartement, on peut faire plein de choses. Ça, ce sont des tomates qui ont poussé en appartement, que j'ai dû garder environ 18 mois. Donc, elles poussent mieux, bien sûr, au printemps et à l'été, même l'automne, parce qu'elles ont beaucoup de lumière et de chaleur. Mais après, la lumière diminue. Et là, en appartement, elles vont pousser un peu moins. Bon, c'est pas une récolte énorme, mais c'est la satisfaction d'avoir, à côté de chez soi, d'avoir des petites choses qu'on a produites soi-même. C'était des tomates cerises. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Pas la peine d'avoir un grand espace. Je connais même des personnes qui ont fait pousser des haricots verts et qui ont tendu des fils le long de leur mur pour faire pousser des haricots verts en appartement. Ça marche. Voilà. Donc,
voilà, il faut tester, il faut se lancer, et puis c'est tout à fait faisable. Alors, la permaculture, en fait, ne nous dit pas il faut semer telle graine à 5 cm de telle autre, telle plante attend d'écartement de telle autre. La permaculture nous invite à être un peu plus souple dans notre façon de faire. Et le premier principe, c'est observer et interagir. Donc là, on est dans le jardin de Joseph Chauffret, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon petit jardin en permaculture ». Lui, il habite près de Rouen. Et donc, dans la bande qui se trouve devant sa maison, sur 45 mètres carrés, il a réussi une année à produire 300 kilos de légumes. Donc, c'est pas la peine d'avoir une place immense. Voilà, et donc il a d'abord bien observé son terrain, notamment quand on est en milieu urbain. Ce qui peut être pénalisant, c'est l'ombre. Si par exemple on veut produire en hiver, eh bien, il faut bien regarder son terrain pour savoir à quel moment, à quel endroit les mettre. Par exemple, on verra tout à l'heure, il a posé une serre, il a regardé à quel endroit il y avait du soleil en hiver pour faire pousser les plantes. Donc, il faut bien regarder où est l'ombre, où est la lumière. Et c'est la première des choses à faire. Donc, observer sur n'importe quel terrain. Ça va être l'ombre, la lumière, le soleil, la pente, toutes ces choses-là qui vont avoir une incidence sur ce qu'on va faire. Donc, chaque jardin est différent parce que chaque jardinier est différent. On n'a pas tous les mêmes envies de jardin. C'est d'abord une rencontre entre un terrain, une personne, des rêves. Je ne sais pas, ça peut être... Moi, j'adorais, quand j'étais petite, manger les poires chez mon grand-père, parce qu'il avait des poires bien juteuses. Je peux avoir envie de recréer ça. Ou ça peut être... j'ai envie de plantes médicinales, parce que je m'intéresse aux plantes médicinales, j'aimerais bien les produire. Je voyais... une dame qui cultive sur son balcon à Nice. Elle a envie visiblement de faire sa ratatouille et donc elle va produire les plantes qui vont lui permettre de faire sa ratatouille, les tomates, les aubergines, les courgettes. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une rencontre entre des désirs propres, aussi peut-être un mode de vie. Faut aussi se dire, est-ce que j'ai du temps à y accorder? Bon, si j'ai pas trop de temps, je vais privilégier des plantes qui vont se débrouiller un petit peu toutes seules. Les fraises, par exemple, elles vont rester en place plusieurs années. Bon, il faudra les arroser de temps en temps, mais bon, voilà. C'est aussi se projeter, mais c'est surtout ça, une rencontre entre des rêves, un mode de vie, le jardin tel qu'il est, le jardin ou même si c'est sur le balcon, comment il est exposé, comment il est, les voisins aussi. Est-ce que j'aurai des voisins qui vont pouvoir venir arroser quand je ne serai pas là? Enfin, c'est tout ça. Et chaque jardin est unique, que ce soit sur son balcon, au pied de son immeuble. Chaque jardin est unique aussi en fonction des personnes qui le font. Donc, nous voici sur le balcon d'Hervé Chabert en région parisienne. Donc lui, par exemple, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vent. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais tout autour de son balcon, il a mis un plexiglas pour couper le vent. Donc, parce que le vent peut avoir une action desséchante sur les plantes. Donc, il a commencé par installer ce plexiglas. Et puis, il s'est aperçu aussi que sur le mur blanc, il y avait beaucoup de soleil et que ça faisait griller les plantes en été. Donc, il a mis plein de plantes sur le mur. Il a fait grimper des plantes sur ce mur. Donc, voilà, il a tâtonné, mais il a d'abord observé son balcon. Bon, il a de la chance d'être bien exposé sud-ouest. Donc, il a regardé d'où venait le soleil. Bon, si à un certain moment il y a trop de soleil, on verra tout à l'heure qu'il a mis d'autres plantes. Peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. Voilà ce qu'il a réussi à créer. Donc, c'est vraiment une mini-forêt sur son balcon. Donc, ce n'est pas un grand balcon. Hein. Vous voyez la taille de la table. C'est une petite table carrée.
Donc c'est pas un grand balcon. Il doit faire une dizaine de mètres de long, mais pas très large. Mais lui, il a réussi à cultiver en utilisant toutes les hauteurs. Donc collecter, stocker l'énergie. L'énergie principale dont ont besoin les plantes, c'est l'énergie du soleil. C'est le soleil qui va les aider à faire la photosynthèse. Or, pour faire la photosynthèse, l'idée, c'est aussi que toutes les hauteurs soient bien utilisées et que les rayons du soleil, qu'il n'y ait pas un rayon du soleil qui ne se perde. Donc, il a installé une pergola pour faire grimper les haricots. Donc, il a des haricots qui grimpent sur sa pergola. Il a une vigne qui grimpe sur la pergola et il cultive toutes sortes de choses. Il a eu 300 variétés de plantes. Il s'est notamment intéressé à des plantes qu'on connaît pas beaucoup. Et par exemple, en février, il y a quelques années, il me disait avoir sur son balcon de la ciboule rouge commune, de la roquette, du masseron potager, de l'onagre, de l'agastache mexicana, de l'agastache licoris blanche, de la chicorée scarole, de l'impimprunelle, du cresson de Belle-Île, du cresson d'hiver, du plantain corne de cerf, du cresson de jardin, de la chicorée frisée wallonne, de la bourrache à fleurs blanches, de la mâche, de l'épinard perpétuel, du persil, de la tanésie. Voilà, entre autres, ce qu'il avait au mois de février, il y a quelques années. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un rendement assez intéressant si on a vraiment envie de cultiver une partie de sa nourriture. Alors, ce n'est pas des quantités extraordinaires, mais l'intérêt, c'est qu'on peut manger varié, on peut manger on a la nourriture à portée de main, c'est très agréable, et puis des saveurs qui sont variées, et de la nourriture fraîche aussi, qui est pleine de vitamines. Voilà, donc ça, c'est un exemple sur le balcon. Alors, cultiver sur son balcon, eh bien, on va le voir tout à l'heure. Bon, il faut des jardinières. Si on peut avoir des grandes jardinières, c'est mieux parce que si on veut favoriser la coopération entre les plantes, je vous ai expliqué tout à l'heure que la coopération, c'était important. Plutôt que d'avoir qu'une seule rangée de salade, on peut avoir différentes plantes dans la même grand bac de culture. Donc, ça va aussi favoriser cette diversité. Voilà, on peut passer à autre chose. Collecter, stocker l'énergie, donc c'est aussi, par exemple, collecter l'eau, parce que l'eau, c'est aussi important. Les plantes, pour pousser, elles ont besoin de soleil, d'eau, et puis d'un substrat, d'une terre vivante qui va les aider dans lequel vont bien plonger leurs racines et aller puiser des nutriments. Donc l'eau, c'est quelque chose d'important. Joseph Chauffret, là, dont je vous ai montré le petit jardin tout à l'heure, là, celui qui avait réussi à collecter 300 kilos de nourriture, lui, il a fait un récupérateur d'eau de pluie avec des palettes et puis une bâche en plastique. Et voilà, il récupère l'eau de pluie. Un des principes de la permaculture, puisqu'en fait, on vise l'autonomie et l'harmonie dans la nature, mais aussi une certaine autonomie alimentaire. Donc, c'est de créer une production. Donc là, nous sommes dans le nord. Et pour créer une production, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des petits châssis dans lesquels on va pouvoir faire pousser différentes sortes de plantes, des salades, des bleds, des épinards. Avec le châssis, elles seront protégées. Et donc, voilà, c'est une façon de faire. Alors, de retour dans le jardin de Joseph Chauffret, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il avait bien repéré où était le soleil en hiver, d'autant qu'une serre, une plante, si on pense qu'on l'a mal placée, qu'elle ne se plaît pas bien à tel endroit, on peut la déplacer, mais la serre, une fois qu'elle est là, elle est là. Donc, avant de l'installer, il vaut mieux penser à l'endroit où on va l'installer. Donc, voilà, il a installé cette serre et lui, c'est pareil, en hiver, il a beaucoup de plantes différentes, toutes sortes de choux asiatiques, de salades de moutarde asiatique. Enfin, voilà, il a aussi une production en hiver, parce que c'est
c'est l'intérêt aussi. Souvent, on ne cultive que 3 ou 4 mois dans l'année, mais ça peut être aussi très agréable d'avoir toute l'année à disposition des plantes, des blettes. Enfin, beaucoup de plantes peuvent aussi pousser en hiver, des poireaux, toutes sortes de plantes. Ah ben, nous voilà ici de nouveau sur le balcon d'Hervé Chabert. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, lui, il a fait des grands... Lui, il a acheté carrément des bacs de culture, donc qui sont assez larges, dans lesquels il peut faire pousser toutes sortes de plantes. Hein, on voit. Donc, l'idée, c'est que les plantes, par leurs racines aussi, elles vont aussi se communiquer des sucres, parce que quand elle est une plante, elle prend l'énergie du soleil, elle s'en sert pour fabriquer son feuillage, faire ses fruits, sa photosynthèse, ça va la faire pousser, mais aussi un petit peu de sucre qui s'en va aussi par les racines. Et donc, elles peuvent aussi s'entraider comme ça, donc se protéger les unes des autres, du vent, du trop de soleil. Donc, c'est aussi intéressant. Alors, créer une production, oui, là, nous sommes dans un verger à Grenoble, donc ça peut être aussi obtenir auprès de sa mairie un coin à cultiver. Donc, là, il se trouve que la mairie de Grenoble voulait encourager les habitants à cultiver. Donc, les habitants ont planté ce verger au pied toutes sortes d'arbres, pruniers, pommiers, poiriers, puis aussi toutes sortes de petits fruits rouges, groseilliers, cassis, framboisiers et des fleurs. Et voilà. Et là, on est vraiment au pied de l'immeuble. Donc, ça, c'est un verger partagé. Donc, ce sont les habitants collectivement qui entretiennent ce verger. Alors, un des principes de la permaculture, c'est ne pas produire de déchets. C'est l'idée de cycle. On s'inscrit dans le cycle de la vie. Dans le cycle de la vie, eh bien, les déchets des uns font les bonheurs des autres. Quand on a des feuilles mortes, elles vont être décomposées par tous les organismes du sol, les vers de terre, les collemboles, tous ces organismes qui vont décomposer, qui vont tirer leur énergie de cette alimentation. Et puis, tout ça, ça va fabriquer de la matière organique. Alors, sur un balcon, c'est aussi possible de recréer cet écosystème, notamment en utilisant un composteur. Donc là, en l'occurrence, sur ce balcon-là, c'est un lombricomposteur, donc avec des vers de terre. Donc, l'idée, c'est que les épluchures, tous nos déchets organiques, c'est vraiment dommage de les mettre à la poubelle où ils sont pleins d'eau. Et en fait, c'est dommage que ça parte à l'incinérateur et que ça parte pour être brûlé alors que c'est tellement précieux. Donc, on peut fabriquer son compost sur son balcon. Donc là, c'est un lombricomposteur acheté dans le commerce avec plusieurs bacs, des vers de terre, les vers Ezenia, qui sont les vers qui sont spécialisés dans la décomposition des matières organiques. Bon, on peut l'acheter, on peut le fabriquer aussi soi-même. Je connais des gens qui prennent un grand sac poubelle, mettent un peu de feuilles mortes, un peu de terre de jardin, et puis ça va finir par se décomposer. Voilà, si vous mettez un petit peu de terre, il y aura des micro-organismes qui sont dedans, et ça va finir par se décomposer. Et cette matière-là, elle sera riche, elle pourra être utilisée. D'autres personnes, même en ville, ont des poules aussi, ça existe de plus en plus. Donc, les excréments de poules sont très intéressants. Et donc là, sur le balcon, Hervé Chabert, lui, il a mis son lombricomposteur sous ses bacs. Et puis, donc, il a fait un système de récupération d'eau qui va jusqu'au lombricompost. Et donc, les plantes, les plantes, plus tout ça, il recueille tout ça. Il ajoute un petit peu, pour booster ses plantes, il ajoute un petit peu de mélasse au mélange obtenu.
donc un peu de sucre, ça va booster les micro-organismes, et puis il arrose ses plantes avec ce jus de compost. Voilà, mais vous pouvez aussi faire plus simplement. Si vous avez fait votre compost avec un sac poubelle et puis des feuilles mortes, après la matière que vous obtenez, vous pouvez la mélanger à votre terreau du commerce ou un peu de terre de jardin que vous auriez récupéré. Voilà, donc pour démarrer, ça suffit. Ne pas produire de déchets, ça peut être aussi utiliser les déchets que l'on produit. En ville, il y en a beaucoup, les siens, ceux des voisins. Donc là, c'est une photo que j'avais prise dans le 18e, dans un jardin partagé, où on voit que même les déchets peuvent servir de support de culture. Voilà, donc voilà, ça encourage la créativité. Alors, un autre principe, c'est cultiver la diversité. Donc on voit dans ce jardin des cosmos, en fait, beaucoup de fleurs sont des fleurs qui vont se manger. Les capucines, ça c'est très bon. Les feuilles ont un petit goût de cresson. Les fleurs sont très bonnes aussi. La bourrache qui fait des petites jolies fleurs blancs en étoile. La bourrache, un petit goût de concombre, c'est très bon. Beaucoup de fleurs se mangent, et puis elles ont aussi l'intérêt, c'est qu'au jardin vont attirer les insectes et la pollinisation. D'où l'intérêt de mélanger fleurs et légumes. Ça va brouiller aussi un petit peu les odeurs. Donc pour les insectes ravageurs, comme on les appelle, c'est terrible. Non, simplement ceux qui aiment se nourrir de nos plantes, elles vont être ces petites bestioles, elles vont être un peu plus désorientées s'il y a beaucoup d'odeurs différentes. C'est sûr que dans une monoculture, on le constate, les agriculteurs le savent bien, dans une monoculture, les plantes sont plus vulnérables parce que, eh bien, une fois que certains insectes ont trouvé le bon endroit, forcément, ils se ruent tous pour manger les plantes. Voilà, donc là, on utilise la diversité aussi comme moyen de se défendre face à certaines petites bestioles qui d'ailleurs doivent aussi manger. Alors, bon, tant pis, ils en mangeront peut-être un petit peu, mais il en restera aussi pour les humains. Cultiver la diversité, ça peut être aussi installer une mare, c'est facile dans un petit jardin. Ça peut être une bassine, là c'est une baignoire. Voilà, dans la mare, il faut savoir que les zones humides en France disparaissent vraiment beaucoup, donc la mare c'est intéressant, ça peut faire revenir des batraciens, même dans un jardin périurbain, on peut avoir des batraciens qui reviennent, ou même dans des grands jardins urbains, donc c'est intéressant. Voilà, ça peut aussi attirer... alors certains diront les moustiques, oui, mais s'il y a les moustiques, il va y avoir les libellules aussi qui vont venir. Et donc, voilà, tout un système se recrée et c'est intéressant justement pour cela. Alors la permaculture, ça encourage beaucoup la créativité. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas des règles très, très strictes, mais c'est plutôt ouvrir son imaginaire, observer et essayer de renouer le plus possible avec le vivant. Donc la créativité, ça donne aussi certaines formes. Alors là, c'est la fameuse butte de permaculture, comme on en parle souvent. Donc là, c'est une photo qui a été prise en Alsace. Les incroyables comestibles, là, on est sur le bord d'une rue avec différentes couches de matière. En fait, en mélangeant des matières sèches type feuilles mortes, bois, des matières plus azotées, donc les matières plus vertes comme la tonte de gazon, les épluchures, etc. On peut arriver à faire une butte. Et donc, voilà ce que ça peut donner en ville. Alors, la butte, souvent, donc, on dit, oui, j'ai fait une butte de permaculture. Bon, la butte, on peut faire de la permaculture sans faire de butte, et on peut faire des buttes sans faire de permaculture. En fait, l'idée, c'est la butte, ça peut être intéressant, mais dans certains cas, là, pourquoi c'est intéressant ? Là, il n'y a pas de sol, on est sur le trottoir, donc on recrée du sol.
Mais si dans votre jardin, vous avez un sol qui est pas trop mauvais, pas trop caillouteux, assez profond, vous n'avez pas intérêt à faire une butte, c'est fatigant de faire une butte. Pour la faire, en fait, souvent dans les jardins, on creuse. On va creuser une allée, puis on va mettre la terre sur la terre de l'allée, on va la mettre sur le côté, et puis on peut ajouter aussi, donc comme je disais, du bois, des matières carbonées, donc bois, tout ce qui est bois, feuilles mortes, des matières azotées, donc tonte de gazon, etc. Bon, c'est quand même assez long à faire, donc on n'en a pas forcément besoin. C'est intéressant là parce que on est sur un trottoir. À la ferme du Bec et Loin, c'est intéressant parce que ils ont un sol très peu profond, donc en fait, ils refont du sol sur le sol. Mais si vous avez un petit jardin, que la terre vous donne satisfaction, qu'elle est profonde, il ne faut pas s'embêter à faire une butte, se faire mal au dos pour faire une butte. Enfin, s'il y a un intérêt, ça peut être qu'après la terre est plus haute, on aura moins à se baisser. Mais bon, voilà, il faut réfléchir à tout ça avant de se lancer. En ville, on peut aussi carrément créer une forêt. On a vu tout à l'heure Hervé Chabert sur son balcon. Là, nous sommes à Moucron, en Belgique, donc chez Gilbert et Josine Cardon. Gilbert est malheureusement décédé il y a peu de temps, mais ce fou des arbres avait planté sur un petit jardin, vraiment un petit jardin de ville, un arbre à peu près par mètre carré. Donc, pour vous dire, il y a des personnes qui disent qu'il faut que les plantes soient très espacées les unes des autres. Quand on va à Moucron, on voit tout autre chose. Un arbre par mètre carré, alors ça finit par devenir une jungle au bout d'un certain temps. Alors évidemment, les arbres, ils sont taillés une fois par an pour pas qu'ils deviennent trop importants, qu'ils se fassent trop concurrence. Quand ils sont taillés, souvent, les arbres, en fait, quand on les taille, les racines au sol, une partie des racines va se renouveler, ça va accélérer le renouvellement de racines, donc ça va faire de la matière organique dans le sol, et du coup, ça fait un sol très, très fertile. Donc, nous voici à Moucron, et toutes sortes, alors là, vraiment toutes sortes de plantes, des dizaines de variétés de pommiers, de poiriers, de pruniers, des arbres un peu plus exotiques, des nachis qui sont entre la pomme et la poire, des kiwis magnifiques. Enfin, voilà, toutes sortes de choses et aussi des plantes. Alors évidemment, quand on arrive à avoir une telle densité, après, au bout d'un moment, pour les plantes qui ont besoin de lumière au sol, ça marche un petit peu moins, mais pour les arbres, ça marche bien. Il faut savoir que quand on veut planter une forêt, la forêt, elle est évolutive. Au départ, forcément, les arbres sont tout petits, puis après, ils deviennent grands. Donc, au bout d'un moment, il y a un choix. Est-ce qu'on en coupe certains ou est-ce qu'on les garde? Enfin, tout ça, ça évolue. Un jardin, de toute façon, il n'est jamais figé. Il va évoluer, même sur un balcon, il va évoluer. Donc, après, ce sont des choix au fur et à mesure. Une autre forme un peu créative, donc là, c'est une spirale aromatique. Donc, l'idée, c'est de planter toutes ces plantes aromatiques pas très loin de la cuisine pour qu'elles soient vraiment sous la main si on veut faire un bon repas. Donc, on va mettre les plantes qui ont plus besoin de soleil et moins besoin d'eau en haut. C'est donc une forme de spirale, comme un escargot. Puis en bas, on va donc plutôt en haut le thym, ce genre de plantes. Et en bas, les plantes qui ont besoin le plus d'eau, donc plutôt la menthe, le persil. Voilà. Et donc, on peut avoir, si on veut, quelque chose d'un peu joli, pas très loin de sa cuisine. Et ben voilà, ça peut être une forme qu'on peut utiliser. On peut faire aussi donc le mini jardin en trou de serrure. Donc l'idée c'est qu'au milieu on va faire le compost. On aperçoit au milieu un petit couvercle. Et donc là c'est le compost. Et en fait donc c'est comme c'est un tube finalement qui est percé. Donc dans lequel on va mettre un tube, sous forme de tubulaire en grillage, dans lequel on met ses épluchures, ses déchets alimentaires. Et puis comme le grillage va laisser passer les jus,
parce que les déchets alimentaires, les épluchures, c'est plein d'eau. Donc ça va aller alimenter le reste tout autour. Donc ça permet d'avoir sur un mini endroit en fait quelque chose d'assez productif qui prend pas trop de place et c'est assez joli. Et donc là, pareil, on peut faire la terre toujours en alternant ces matières carbonées, donc tout ce qui est bois, feuilles mortes et ces matières azotées, tonte de gazon, etc. Voilà. Alors, si on n'a pas de sol, comment faire? Alors là, ce sont tout un groupe d'habitants dans le sud de la France. Eh bien, eux, ils avaient envie d'agir concrètement, de faire quelque chose aussi pour le climat, pour la biodiversité, de cultiver leur nourriture, de devenir un petit peu autonome, enfin gagner en autonomie en nourriture. Donc, on leur a prêté ce cours de tennis. Et donc, on va voir comment ils ont fait. Donc, ils ont commencé par mettre du carton. Voilà, ils ont dessiné, parce qu'ils ont fait quelque chose, un petit jardin mandala, donc en cercle concentrique. Et puis, donc voilà, sur le carton, la première couche de bois, on prend du bois un petit peu décomposé. Alors, l'intérêt du bois, au fond, c'est que le bois, qui est un peu décomposé, il retient l'eau. Il a déjà, s'il a passé 1 ou 2 hivers sous la pluie, il est déjà plein d'eau. Donc, c'est pas mal parce que ça va, surtout quand il va faire sec l'été, ça va relâcher un petit peu d'eau. Et puis, après, donc, une couche donc, de matière azotée, tonte de gazon. Je parle de tonte de gazon, c'est ce qu'on trouve le plus, mais ça peut être du feuillage, ça peut être ce genre de choses. Et puis, des feuilles mortes, et puis un petit peu de compost sur le dessus. Et puis voilà, ils ont mis pour faire le tour, ils ont mis des bottes de paille. En fait, eux, ils étaient dans un bois, donc c'était assez facile d'aller ramasser des feuilles mortes, un petit peu de terre de jardin pour ensemencer tout ça. Puis ils ont fini par une couche de tonte de gazon. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'était au printemps. Et puis après, voilà, l'été, plein de potimarrons qui poussent. Donc ça montre bien qu'on peut faire à partir de rien, quoi. Enfin, voilà, de l'énergie, un peu Alors, en fait, ça demande d'aller regarder ce qu'il y a autour. C'est vrai qu'il y a un coup à prendre, mais après, quand on voit des feuilles mortes, on se dit « Oh, ça m'intéresserait bien dans mon jardin » ou « C'est dommage de jeter tout ça ». Il y a des gens qui se mettent d'accord avec leurs voisins. « Tu peux me donner tes feuilles mortes au lieu que ça parte à la déchetterie. Moi, j'en voudrais bien. » Enfin bon, voilà, c'est aussi ça. Il y a des gens, je crois qu'ils sont aussi allés faire ils sont allés à la fin des marchés pour récupérer des légumes, des invendus pour faire aussi leur compost. Enfin voilà, parce qu'après ça se décompose et ça fait une matière qui va être bien démarrer les plantes, voilà, pleines d'azote, ça va donner un coup de fouet au printemps. Voilà. Alors on peut faire ça aussi dans une cour d'immeuble. Donc ça se en plein Paris, à la Butte-aux-Cailles, donc des salades qui sont protégées parce qu'il fait encore un peu froid. Je crois que c'était au mois de mars, donc protégées par un petit plexiglas. Voilà, donc dans la cour d'immeuble, évidemment, ça nécessite de se mettre d'accord un peu avec ses voisins. C'est peut-être ça finalement qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à avoir tous la même vision du jardin. On n'a pas tous la même vision du jardin. Pour les uns, ça va être intéressant d'avoir ces légumes à partager. Pour d'autres, ça va être vécu comme une atteinte un peu à une esthétique. Alors quand on jardine dans un immeuble, il faut aussi penser à ça, c'est-à-dire qu'il y en a un peu pour tous les goûts, qu'il y a à la fois des fleurs, des beaux arbustes, des légumes. Enfin bon, c'est une négociation, mais ça fait aussi partie de la vie, quoi, de la diversité. Parce qu'on peut vouloir la diversité au niveau du jardin, mais c'est intéressant. La diversité humaine est aussi intéressante et c'est aussi apprendre à faire avec la diversité humaine. Et puis jardiner sur un toit. Alors ça se fait de plus en plus. Jardiner sur les toits, notamment à Paris, avec des programmes comme le programme des pariculteurs qui ont permis à des Parisiens de jardiner sur les toits.
c'est un peu compliqué de jardiner sur des toits, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il faut que le toit soit suffisamment étanche. Donc parfois, ça nécessite des travaux. Il faut qu'il soit suffisamment costaud, parce que on va mettre de la terre c'est lourd. Donc ça aussi, c'est souvent des études, enfin ça s'improvise pas. C'est plus facile de démarrer dans son appartement ou sur son balcon que sur un toit. Et puis là, c'est facteur graines. Alors, je crois que c'était une expérience qui n'existe plus, mais c'était il y a 2 ou 3 ans dans le 18e arrondissement, au-dessus d'une poste, d'un bureau de poste. Et en fait, c'était les employés du bureau de poste qui venaient jardiner. Donc, ça a aussi un intérêt de lien social, de pouvoir jardiner tous ensemble. Et puis, ça fait aussi un lieu où on peut aller le midi, enfin pendant la pause, et récolter pas mal de choses. Bon, les récoltes sur un toit, il faut savoir que le problème, ça peut être que sur le toit, et on est vraiment soumis aux rayons du soleil, et il peut faire très très chaud. Donc ça peut être un problème. Bon, moi, le problème que je vois aussi, c'est que c'est quand même sacrément compliqué de monter toute la terre sur le toit. J'ai vu ça un jour dans un lieu parisien où j'ai vu un énorme camion amener plein de terre, et puis après il fallait monter cette terre sur le toit, et il y avait un petit square pas loin. Je me suis dit peut-être que ça aurait été peut-être plus simple finalement que les gens aillent jardiner dans le square à côté plutôt que de monter toute cette terre sur le toit. Ceci dit, dans des lieux où il n'y a pas d'espace vert, ça peut être utile, ça peut être intéressant. Ça fait quand même un lieu où les gens peuvent se rencontrer. C'est quelque chose de nouveau, dans un endroit non végétalisé, ça peut apporter une verdure intéressante. Mais bon, il faut se demander avant s'il n'y a pas plus simple avant d'aller sur les toits. Oui, je vous disais aussi que sur le toit, il y a le problème du soleil. Là, c'était... il y a 3 ou 4 ans, un jour de juin où il devait faire 38 ou 40 degrés sur la cité de la mode et du design à Paris, vers le quai d'Austerlitz. Alors là, ils avaient installé un peu d'ombrage, mais c'est vrai que tout de suite, ça tape fort, quoi. Là, c'est comme si on était un peu en milieu méditerranéen, quoi. Il fait sec et ça peut être un peu compliqué. Donc là, utile de prévoir toutes sortes d'ombrages avant de se lancer. Voilà. Sinon, autre forme... oui, non... voilà. Donc, on voit qu'eux, ils avaient installé des éléments de mobilier dans lesquels ils ont mis de la terre. Là, on aperçoit un petit peu... Oui, j'en ai pas parlé, mais par rapport à l'eau, ce qui est intéressant, par rapport à la sécheresse, c'est de couvrir le sol. Même dans un bac, c'est de faire en sorte que la terre ne soit pas à nu, de la couvrir avec ce qu'on a, avec donc des feuilles mortes si on en a, ou sinon maintenant on trouve toutes sortes de choses dans la jardinerie, du chanvre, ou des couvertures que l'on peut acheter, mais enfin l'idéal c'est quand même d'utiliser ce qu'on a pour couvrir, et ça va empêcher l'évaporation et ça va permettre aux plantes de résister un petit peu plus longtemps à la sécheresse. Donc là, on aperçoit une petite couverture du sol autour des plantes. On voit qu'il y a même des ruches. Sur la droite, on voit des ruches qui ont été installées sur un toit. Bon, les ruches en ville, elles se plaisent plutôt pas mal. Les abeilles se plaisent plutôt bien en ville, mais à la limite, il y en a même un peu trop dans certaines villes, parce qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques comme pollinisateurs. Il y a toutes sortes d'abeilles sauvages, et les abeilles domestiques ont tendance à prendre un peu la place des abeilles sauvages. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire sur le toit. Et puis en ville aussi, de plus en plus, on peut jardiner au pied des arbres. C'est pas, là, on commence à avoir un peu de retour d'expérience et on s'aperçoit que c'est pas simple, parce que au pied des arbres, il va y avoir les chiens qui vont venir. Les passants qui ne sont pas toujours respectueux. Bon, moi, je connais plusieurs personnes qui ont essayé de jardiner les pieds d'arbres et qui, en fait, en sont un petit peu revenus. Des habitants, parfois, qui se plaignent du fait que ce n'est pas toujours très esthétique.
parce que c'est un engagement qu'on prend, mais on n'est pas toujours là pour s'occuper de son pied d'arbre. Certaines municipalités ont fait le choix d'attribuer les pieds d'arbre à des collectifs plutôt qu'à une seule personne. C'est le cas à Lyon notamment. Ça marche peut-être un peu mieux parce que c'est un contrat passé avec un collectif à chaque fois. Voilà, donc pied d'arbre, c'est pas simple. Il faudrait pouvoir mettre des petites, peut-être si on veut éviter qu'il y ait tous les chiens du quartier qui viennent, mettre des petites clôtures autour. Souvent, ça marche un petit peu mieux. Bon, c'est pas évident. L'intérêt pour la ville, c'est que nos villes elles sont trop imperméables et quand on peut recréer du sol, c'est important parce que ça va permettre de créer de la fraîcheur et ça va permettre à l'eau de s'infiltrer, donc c'est intéressant. Mais bon, voilà, disons que c'est une expérimentation qui est encore en cours, qui doit trouver son chemin, mais parfois pour les personnes qui n'ont pas de lieu, ça peut faire un lieu. Bon, alors, on n'y cultivera pas des légumes, plutôt des fleurs, mais bon, si on a envie de jardiner, de s'essayer, ça peut être un début. Voilà, puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez trouver des formations. Donc, il y a des associations de permaculture sur lesquelles vous pouvez aller voir pour trouver des formations, des stages. Si on n'a pas de terrain soi-même, on peut s'adresser à la Fédération des jardins familiaux. Les jardins familiaux sont ce qu'on appelait avant les jardins d'ouvriers. Donc, chacun gère sa parcelle. Et puis après, voilà, chacun dispose un peu d'eau et d'un accès à l'eau, parfois d'une cabane de jardinage. Sont souvent des jardins assez productifs, tenus par des personnes qui vont vraiment y passer beaucoup de temps. Les jardins partagés, c'est un peu une autre philosophie. C'est plutôt la philosophie aussi de créer un lieu ouvert sur l'extérieur. On va partager des expériences, on va partager des récoltes. C'est aussi, on n'a pas forcément, dans le jardin partagé, chacun n'a pas forcément sa parcelle, mais c'est plutôt géré de manière collective. Donc, c'est plutôt la philosophie d'essayer d'être aussi un lieu de rencontre, un lieu d'éducation à l'environnement pour les enfants, les personnes qui vont passer. Donc, c'est aussi intéressant dans ce cadre-là. Voilà. Donc, sinon, oui, moi, j'ai écrit deux livres, dont un sur la permaculture urbaine, voilà, et puis un autre plus généraliste. Hervé Chabert, il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Mon balcon en permaculture ». Donc, c'est celui qui a créé ce mini-jardin forêt sur son balcon. Et puis, voilà, mon dernier livre qui s'appelle « Le bonheur est au jardin ». Pourquoi le bonheur ? Parce que le jardin, c'est aussi une porte d'entrée pour renouer avec le vivant, pour apprendre à regarder, à écouter. Cette démarche de permaculture, ça permet aussi tout ça, d'essayer de se fondre dans la nature et d'essayer d'être en communication avec le vivant, en communication pour aussi, après, aussi jardiner de façon plus à l'écoute des saisons, des habitants autres qu'humains qui vivent dans ces lieux-là. Voilà. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr